Bonsoir, écoutez, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici, dans une ambiance affectueuse, amicale, militante, avec des visages un peu anciens, d'autres plus récents, d'autres nouveaux, avec des changements. On voit que c'est une équipe qui bouge. Alors, effectivement, le hasard du calendrier fait qu'il y a deux travaux, deux petits travaux, c'est des choses modestes, vous le verrez, auxquels je me suis attelé il y a quelques temps, qui arrivent finalement à terme le même jour. Ils sont sortis tous les deux hier, ces deux bébés, mais c'est des jumeaux, je dirais, hétérozygotes. Et si on parle des éditeurs, par exemple, qui ont participé à ce travail très, très activement, vous ferez peut-être leur connaissance tout à l'heure, ils sont très, très différents et très sympathiques au demeurant. Et alors le premier, c'est Éric Bonnier. Éric Bonnier, on avait fait ensemble la biographie de Mohamed Rantisi. Il en avait été content parce qu'effectivement, ça c'est grâce à vous, ça s'est bien vendu. Quoi qu'il en soit, une nouvelle impression est prévue pour l'année prochaine. Alors je suis reconnaissant à Éric Bonnier d'avoir accepté tout de suite de publier celui-ci, qui est une histoire de Gaza. C'est une histoire que je n'ai pas écrite, c'est l'histoire qui a été écrite par Gérald Booth. Gérald Booth est un journaliste qui a travaillé qui travaille toujours d'ailleurs pour la BBC et qui est pour le Middle East Review ou News, je ne sais plus. C'est un Anglais qui est arabisant, donc il connaît extrêmement bien, qui a passé toute sa vie, qu'il est loin d'être terminé, il a une cinquantaine d'années, de journaliste au Proche-Orient. Actuellement, il est basé à Nicosie. Et Gérald Booth a fait un petit livre bleu, dont je parle d'ailleurs dans mes petites chroniques, lors des premiers voyages avec Christophe de Nantes, là, qui arrive. Eh bien, on était logé dans une petite auberge qui s'appelle la Marna House, qui était une auberge où il y avait en général 3 clients, c'est-à-dire nous, et puis un patron qui s'appelle Basile, quelqu'un d'intéressant, qui a toujours des conversations très intéressantes, très ouvertes, avec une très riche bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait un petit bouquin bleu qui s'appelait Gaza at the Crossroads, A History of Gaza, une histoire de Gaza, Gaza à la croisée des chemins, écrit par ce journaliste, et c'est l'un des premiers livres que j'ai lu. Je dois dire que je l'ai même lu 3 fois, tellement j'ai été passionné par ce bouquin, car c'est un livre qui n'est pas un livre d'historien, c'est pas de première main les informations qui y sont, mais c'est très bien écrit et ça permet en 300-250 pages eh bien, de passer sur pratiquement 6000 ans d'histoire. Donc 6000 ans d'histoire, et ça permet d'avoir une idée des chronologies, du va-et-vient permanent sur cette terre, une petite bande de terre sans aucune défense naturelle, mais qui a été envahie tout au cours de son histoire par l'Égypte, par la Syrie, par les Perses, et puis bien entendu les Romains et les croisés, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui, au fond, ne nous surprend pas, eh bien, c'est que dans ce territoire, il y a toujours eu des habitants. Ce ne sont pas les Arabes, entre guillemets, qui sont venus s'installer un jour sur une terre déserte. Ce ne sont pas les Grecs ou les Romains ou les Ottomans. Il y a toujours eu des habitants à Gaza, et d'ailleurs, c'est facile de l'imaginer, puisqu'on sait que l'homme est né quelque part en Afrique il y a 2 millions d'années, et qu'il a peuplé le continent euro-asiatique en passant par la Palestine. Donc la bande de Gaza, Afrique exclue, eh bien, c'est très certainement l'une des terres les plus anciennement peuplées de l'histoire de l'humanité. Et donc ces vestiges, on les trouve dans le sol, et on trouve des vestiges d'une richesse incroyable. On trouve malheureusement peu de choses en dehors du sol, car ce pays a été dévasté, et encore jusqu'à des dates récentes, mais c'est un passé extrêmement riche qui est décrit dans ce livre, et on peut avoir également une approche de ce passé tout simplement en écoutant Jean-Baptiste Imbert, qui est un père bénédictin, archéologue, qui travaille au Centre d'études bibliques à Jérusalem, qui est un vrai archéologue, CNRS, qui a écrit plein de bouquins. Il est d'ailleurs en train d'écrire, il s'est basé en Égypte pour avoir un petit peu d'air, et il est en train d'écrire un bouquin sur Qumran. Et donc Jean-Baptiste Imbert, eh bien, à partir de 30 années de recherche archéologique dans la bande de Gaza, exclusivement dans cette bande de Gaza,
a fait une exposition merveilleuse qui a tourné en Europe, qui a été exposée à Genève, qui est allée en Belgique, qui va venir bientôt en France. Et donc tout ce passé très riche qui remonte bien avant les Philistins, les Cananéens, tout ça est extrêmement passionnant. Et donc c'est le talent de Gerald Booth d'avoir écrit ça rapidement. La première édition avait été publiée en 1995 et bien entendu il a fait une deuxième édition en 2009 à la suite de cette malheureuse guerre de 2009. Donc c'est un livre qui va véritablement des origines à nos jours. Voilà, c'est pas un livre difficile à lire et à mon avis pour tous ceux, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous ici qui connaissent l'histoire de la Palestine, et bien connaître les racines, l'histoire, c'est extrêmement important. On peut faire des parallélismes, malheureusement, par exemple, entre la guerre de Gaza de 2009 et la manière dont les Turcs ont tenu la ville de Gaza à la chute de l'Empire ottoman en 1917. Il y avait la reconquête de tout cet Empire ottoman, et il y a eu un siège de Gaza avec des défenses. Et malheureusement, cette bande de Gaza a toujours été l'endroit où l'on a essayé les nouvelles armes, et c'était vrai l'année dernière comme c'était vrai en 1917. Et puis Gerald Booth a aussi interviewé depuis 1994, je crois, son premier voyage dans la bande de Gaza, un certain nombre de témoins, et là aussi c'est de l'histoire vivante racontée par les gens qui l'ont vécu pour la partie la plus récente du livre. L'autre petit bouquin, eh ben, c'est beaucoup plus modeste, hein, ce sont de simples chroniques. Mais là, je voudrais rendre hommage là aussi à l'éditeur, parce que l'éditeur, c'est 2001. 2001, c'est ce qu'on appelle un petit éditeur, et heureusement que les petits éditeurs, entre guillemets, existent en France, parce que, eh bien, on peut y trouver des livres que personne ne publie, des livres parfois d'une importance exceptionnelle. J'ai lu récemment, par exemple, un livre d'André Bouny qui s'appelle « Agent Orange », qui nous parle de quelque chose que l'on croyait appartenir au passé, hein, c'est-à-dire l'utilisation des défoliants pendant la guerre du Vietnam. Eh bien aujourd'hui, en 2011, il y a 4 millions de Vietnamiens qui présentent des malformations, des séquelles de cette dioxine. Hein, c'est de la dioxine, l'agent orange, qui a été épandu par centaines et centaines de litres au total, et il faut 1/10 de milligramme pour tuer un cheval. Et cette dioxine, elle continue d'imprégner les sols des 3/4 de la surface du Vietnam et produit des malformations régulièrement. Voilà, donc je vous recommande vivement ce livre qui est celui d'André Bouny, qui est extrêmement bien documenté, historiquement, techniquement, juridiquement. Il y a eu un tribunal, Russell, qui s'est fait pour essayer de sortir un petit peu ces patients de l'oubli. Et puis, 2001 a publié aussi un très bon livre d'Isabelle Pisano, qu'elle avait présenté ici, sur Yasser Arafat. Ce livre n'a pas eu un énorme succès, parce que c'est vrai qu'Isabelle Pisano, qui est quelqu'un de très connu en Espagne, n'est pas connu en France. Hein, et ça, c'est le mérite de l'édition 2001, c'est de publier de bons bouquins étrangers, des bouquins anglais, des bouquins américains, parfois des pavés, des trucs un peu stock, mais Louni Sagoun nous a présenté ici il y a quelques mois son excellent livre sur la colonisation, 200 ans de colonisation algérienne, et ce livre est complètement dans l'actualité quand on voit ce qui se passe et ce qui va se passer dans les mois qui viennent en Algérie, et ça vaut la peine de lire ce livre pour être un peu au parfum. Alors sur ce petit bouquin, ces chroniques, eh bien, disons que c'est un autre aspect de ce qu'on a vécu avec Christophe de Nantes et puis avec Philippe Luxereau et puis toute une série de chirurgiens, notamment étrangers, de plusieurs pays d'Europe. À chaque fois qu'on est parti, on est parti maintenant plus d'une trentaine de fois, on fait bien entendu un rapport de mission qui est un rapport technique. La première fois que je suis parti à Gaza, c'est Marcel Franciscan, j'espérais qu'il serait là ce soir, qui m'a emmené. Et j'avais dit à Francis, moi je veux bien aller là-bas, mais pas seulement pour faire du témoignage et tout ça, encore que j'ai beaucoup de respect pour tout ça, mais je veux faire davantage, il faut qu'il y ait quelque chose à faire, que je puisse apporter quelque chose de pratique, au moins à nos amis palestiniens. Et il m'a dit, pas de problème avec ta spécialité,
ils ont besoin de toi, c'est pratiquement certain. Et il avait raison, puisque dès 2001, j'avais été contacté en arrivant à Gaza par des chirurgiens qui souhaitaient qu'on développe des activités de chirurgie réparatrice, certains aspects qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, à chaque fois qu'on est parti avec Christophe de Nantes, eh bien, on fait un rapport technique qui est le rapport que l'on doit à nos sponsors, à ceux qui nous envoient là-bas, au ministère français des Affaires étrangères, au consulat, à l'association américano-palestinienne PCRF, Palestinian Children Relief Fund, enfin toute une série de personnes qui nous ont fait confiance et qui continuent, donc qui doivent être tenus au courant de notre travail. Donc il y a toujours en fait deux rapports. Il y a le rapport technique, on est arrivé tel jour à telle heure, on a rencontré un tel, on a vu 70, 100 malades en consultation, on en a retenu 40 pour être opérés, puis on en a opéré 20 ou 25. Très vite, ce rapport s'est enrichi de rapports d'activité d'enseignement. On a vu tant de chirurgiens, on leur a fait des cours sur tel et tel sujet. Et puis on a installé un laboratoire de microchirurgie, et puis on a commencé à leur faire des cours, et puis on leur a fait passer des examens, et puis au bout d'2 ans, certains d'entre eux ont reçu un diplôme d'université de la faculté parisienne qui nous emploie. Donc ça, c'est le rapport technique. Et puis, de temps à autre, Christophe et moi, on s'est laissé aller à parler un peu d'autre chose, parce que c'est vrai que même si qu'on s'installe dans des salles de consultation ou des hôpitaux, ben évidemment on voit passer des gens, on parle avec eux, eux nous parlent, on ne travaille pas 24 heures sur 24. Et puis il y a eu aussi mon meilleur élève dans la bande de Gaza, qui est Mohamed Rantissi, qui est venu passer 3 mois chez moi à Paris. Donc tout ça fait qu'on parle beaucoup. On parle comme on parle d'ailleurs un petit peu dans les salles de garde des hôpitaux. Vous savez, c'est peut-être l'un des endroits où on fait le plus de géopolitique, c'est les salles de garde des hôpitaux de Paris, ou d'ailleurs, parce que l'autre jour, je faisais un cours la semaine dernière à 20 chirurgiens à Paris 18e, et il y avait 7 nationalités différentes, 7 et au moins 3 continents, vous voyez. Donc on a la chance de pouvoir échanger, et on en profite pour parler de tout ça. Donc on s'est laissé aller à écrire des petites nouvelles, au début pour nous, et puis on en a passé un certain nombre sur le site. Et puis finalement, en relisant ces nouvelles, dont les plus anciennes ont 10 ans, ces petites chroniques, on s'aperçoit qu'en 10 ans, le temps a passé, les choses ont évolué, et on le ressent à travers ces chroniques, qui sont j'ai essayé de les faire le plus descriptif possible, c'est-à-dire ce n'est pas des textes militants, c'est simplement, voilà, j'ai rencontré un tel, voilà ce qu'il m'a dit. Alors en général, vous en jugerez par vous-même, mais en général, ce qu'il m'a dit est significatif, mais je le laisse dire ce qu'il dit, et c'est le lecteur d'en tirer les conclusions. Par exemple, je peux vous-même, mon éditeur, là, Arnaud Mansouri, il dit, là tu exagères, ils ne comprendront pas. C'est possible. Entre l'avant-dernière et la dernière chronique, il s'est passé quelque chose qui n'est pas écrit dans le livre. Donc, à vos lectures, et vous me direz si vous avez deviné ce qui s'est passé entre les deux. Voilà. Donc, au cours de ces années passées, on a eu des tas de bons moments. Certains sont décrits. Bon, c'est pas un livre très, très rigolo, parce qu'effectivement, il y a eu aussi pas mal de moments assez dramatiques. Mais comme toujours, il faut essayer de positiver, et la réaction globale de cette population, de ces gens auxquels on est côtoyé depuis 10 ans, est la réaction de toutes les populations soumises à pression, quelle qu'elle soit, dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il en sort le meilleur. Le meilleur en sort. On a entendu plusieurs fois, même des responsables, nous dire finalement ce siège, il nous force à sortir le meilleur de nous-mêmes, il nous oblige à nous adapter. Il y a des côtés positifs au siège. Vous vous souvenez des côtés positifs de la colonisation, contre lequel tout le monde s'est soulevé, à juste titre. Et bien voilà qu'il y a des Palestiniens qui disent qu'il y a des côtés positifs au siège, et c'est des exemples multiples qui sont rapportés dans ce livre, mais il y en a un par exemple que je peux vous donner, c'est tout frais puisque c'était il y a quelques semaines et je n'en parle pas dans le bouquin.
Savez-vous que tous les fonctionnaires de la bande de Gaza, aujourd'hui, eh bien, leur dossier est entièrement informatisé. Et ça, c'est récent, ça date d'il y a quelques mois. Chaque fonctionnaire eh bien, peut taper sur Internet avec son numéro de code, il accède à sa fiche professionnelle où il voit sa carrière, son ancienneté, ses diplômes, ses émoluments, ce qui est pris par la sécurité sociale, par-ci ou par-ça. Et puis il y a aussi une colonne spéciale dans laquelle est marqué ce que vous doit l'État. Ce que vous doit l'État. C'est-à-dire que, effectivement, à Gaza, en juin 2007, le Hamas a pris le pouvoir. Un certain nombre de salaires ont été coupés, on peut en reparler, même encore jusqu'aujourd'hui. Et donc, il y a eu des salaires qui n'ont pas été versés, il y a eu des retards de salaire, il y a eu des accumulations. Eh bien, tous ces retards de salaire ont été colligés, quantifiés, et chacun sait à quoi il a droit. Alors, bien entendu, on ne peut pas tout récupérer d'un coup, parce que ce n'est pas facile de pouvoir alimenter tout ça, mais si par exemple vous achetez un appartement, une voiture, quelque chose, eh bien vous pouvez demander à bénéficier d'une partie de la cagnotte qui est mentionnée sur votre fiche signalétique. Et cette informatique, ça permet aussi de faire des économies, puisqu'il n'y a plus aucun courrier qui circule, et lorsque les fonctionnaires de Gaza aujourd'hui eh bien, sont payés, lorsque leur rémunération arrive à la banque, ils reçoivent par SMS le jour et l'heure à laquelle ils doivent se présenter à la banque pour éviter les surplus et les queues, vous voyez. Donc il y a quantité d'exemples comme ça qui montrent que non seulement la vie continue, mais il y a aussi cette capacité incroyable de l'homme d'essayer d'améliorer les choses, et quelles que soient les conditions. Vous voyez, l'un de nos amis là-bas, c'est un gars qui s'appelle Samy, et qui est importateur. Alors vous imaginez, importateur dans un pays qui est soumis au siège, c'est un petit peu la quadrature du cercle. Alors quand on lui fait remarquer, on lui dit quand même, c'est pas très facile. Il dit oui, c'est pas très facile, mais il n'y a pas beaucoup de concurrence. Voilà. Donc, et bien Samy, on l'a vu il y a 15 jours avec Philippe, il avait réussi à introduire quelques voitures neuves, parce que dans cette bande de Gaza, avec ces gens très pauvres, il y a quand même de l'argent qui circule, il y a quand même une demande de consommation, et il y a même une demande de consommation pour des voitures européennes ou japonaises neuves. Et Samy était content parce que eh bien, l'assiégeant autorisait 40 voitures à entrer dans la bande de Gaza chaque semaine, mais 40 voitures alors qu'il y a déjà 2500 Gazaouis qui ont acheté leur voiture, qui l'ont payée en totalité, qui ont payé les droits de douane, et il y a 2500 voitures actuellement qui sont bloquées à Ashdod, en Israël, et il faudrait 2 ans et demi au rythme actuel pour qu'elles puissent entrer dans la bande de Gaza. Donc vous voyez que c'est difficile, mais il y a une énergie remarquable, une énergie qu'on trouve aussi du côté de l'université. Vous savez que l'université islamique a été bombardée pendant la guerre de Gaza. Des bâtiments entiers ont été détruits, en particulier le bâtiment le plus coûteux, qui était le bâtiment des laboratoires, où il y avait toutes les machines coûteuses, où on faisait de la recherche génétique, où on faisait des tas de choses extrêmement importantes. Bon, eh bien, c'est à l'heure qu'il est, il y a un étage supplémentaire à la faculté de médecine qui a été construit. Il est tout neuf, et je l'ai visité, il est équipé, il y a l'informatique, les écrans plasma, et tout ça fonctionne. Autrement dit, on a vraiment l'impression que ce siège auquel est soumise la population, c'est évidemment pas efficace au sens où les assiégeants doivent l'entendre, s'ils entendent quelque chose. C'est évidemment pas efficace. Il y a des capacités de contourner tout ça. Et bien entendu, on en vient à la fameuse affaire des tunnels. Ces tunnels qui d'ailleurs, c'est pas une rigolade, il y a quand même 200 personnes qui sont mortes dans les tunnels depuis le début des tunnels. Le premier de ces tunnels, d'ailleurs j'en parle dans un de ces chapitres, c'était dans les années 2005, vous y verrez, je ne vous donne pas de détails sur ce chapitre, mais il y a eu un poste militaire israélien qui a été attaqué. Et ça a été la première fois, m'a-t-on dit, qu'ils ont commencé à faire des tunnels à une époque récente, un tunnel de plusieurs centaines de mètres. Et puis maintenant, il y a ces tunnels qui permettent à Gaza de vivre à peu près correctement, avec plusieurs centaines de tunnels, et avec des conséquences sur la vie économique
que l'on peut mesurer en voyant le prix des denrées dans la bande de Gaza. Au début du tunnelage, je ne sais pas comment on peut dire, de la tunnelitude peut-être, les prix étaient bien entendu nettement plus élevés par les tunnels, et on voyait que les denrées simples comme des pâtes alimentaires et tout ça étaient vraiment hors de prix. Les magasins étaient pleins de denrées mais vides de clients. Maintenant, ça a un petit peu changé. Des produits de première nécessité comme malheureusement l'essence, parce qu'il y a peu de gens qui circulent à bicyclette à Gaza, donc c'est tout plein. Je crois qu'il y a un marché à faire avec les vélos là-bas. L'essence est moins chère qu'en Israël. Le ciment, le béton sont quasiment au même prix, alors que l'année dernière c'était 4 à 5 fois le prix israélien. Eh bien tout ça fonctionne à très grand débit, aboutissant justement à une chute des cours qui fait que les gens vivent mieux, sans doute, qui fait surtout, et ça c'est objectif, qui fait surtout que la bande de Gaza aujourd'hui, 2 ans après cette guerre épouvantable, et là je fais une aparté sur le film Gazastrophe, qui est le film de Samir Abdallah, que beaucoup d'entre vous ont vu, mais ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un document vraiment exceptionnel. Samir Abdallah et Keridine Mabrouk sont entrés dans la bande de Gaza le jour du cessez-le-feu, en se faisant passer pour des médecins, enfin je passe. Et donc ils ont filmé cette bande de Gaza, ils ont interrogé les habitants le jour qui a suivi l'arrêt des bombardements. Et quand vous voyez ce film, qui est très émouvant, qui est très intéressant, qui est un vrai document aussi, eh bien aujourd'hui dans la bande de Gaza, vous ne voyez plus rien de tout ça. C'est-à-dire que la totalité, à peut-être 1 ou 2 grands immeubles près, des destructions qui ont été faites, eh bien, ont été récupérées. Hein, les bâtiments ont été concassés, le fer a été récupéré. On peut récupérer 70% d'un immeuble, m'a-t-on dit, pour le recycler. C'est-à-dire que la bande de Gaza est devenue une énorme usine de recyclage où toutes les imaginations sont à contribution pour réutiliser au maximum les choses, pour faire des pavés, pour faire des graviers de différentes tailles et pour reconstruire. Et cette reconstruction, aujourd'hui, on la voit. Gaza est une champignonnière. C'est incroyable de voir à quel point la voirie a changé, est en train de changer. On refait les trottoirs, on élargit les routes, on refait même des rues dans Gaza avec des alignements et des immeubles de mauvaise qualité qui sont un petit peu taillés au couteau pour élargir les rues. On plante des arbres absolument partout. Les anciennes colonies de Gaza, qui représentaient 30% du territoire, ont été plantées. Il y a des millions d'arbres qui sont là. Il y a 4 bâtiments universitaires qui fonctionnent. Autrement dit, on a une impression d'activité qui vraiment vous saute aux yeux lorsque vous traversez aujourd'hui la bande de Gaza. Et tout ça, malgré le siège, malgré le Hamas, et je mets malgré le Hamas entre guillemets, parce que ça fait partie des choses qu'il est convenu de dire ou d'écrire, même si c'est qu'entre les lignes dans nos médias. Je suis de parti pris, très certainement, hein, parce que je vais à Gaza, j'ai des amis, beaucoup d'amis là-bas, et je rencontre des gens qui font un travail formidable, et il se trouve que c'est le Hamas qui a la responsabilité de l'administration, et donc nos amis du Fatah, avec Christophe Denante qui est là, s'amusent en nous disant que finalement on fait le public relation du Hamas. Pourquoi pas? En tout cas, on peut parler de ce qu'on voit, on peut aussi dénoncer de ce qui est faux lorsque l'on prête des intentions au Hamas. Très souvent, ce qui est écrit dans la littérature, c'est complètement faux. Ça relève parfois complètement du fantasme, voire de la désinformation. Et en particulier, quelle est la politique du Hamas en ce moment? On peut s'interroger. Il y a ce siège qui dure, qui est sur le plan technique est un échec complet pour ceux qui l'ont instauré, c'est-à-dire pas seulement les Israéliens, c'est vous et moi, c'est l'Europe qui a voté de mettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Et ça fait maintenant bientôt 10 ans, et on est bien embêté parce qu'on ne discute pas avec des terroristes. Les terroristes, on leur donne des dictats, on leur demande de déposer les armes, on leur demande toute une série de choses
que le Hamas n'est évidemment pas prêt à faire. Le Hamas, il a été élu et il gère. Et donc, on aurait tout intérêt à discuter avec lui de sa gestion, de sa politique, de ses idées sur le futur, de sa politique étrangère. Et à ce moment-là, on serait bien surpris de voir qu'ils ont, à mon sens, une attitude qui est remarquablement intelligente en ce moment. Actuellement, et vous le savez, le Hamas a fait une trêve des attentats en Israël, une trêve des attentats en Israël, et là, ça remonte à 18 mois avant la guerre de Gaza. Et puis au bout de 18 mois de trêve, comme d'habitude, et comme malheureusement peut-être ce qu'il est en train de se passer en ce moment, eh bien Israël a rompu la trêve en lançant un missile, 2 missiles, 3 missiles. À ce moment-là, quelques roquettes viennent d'en face, et à ce moment-là, on écrase ensuite un bon coup, voire on déclenche une véritable massacre, comme ça a été le cas il y a 2 ans. C'est peut-être ce que nous voyons en ce moment, aussi bien à Gaza d'ailleurs qu'en Cisjordanie. On était à Gaza avec Christophe il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'une famille de colons a été décimée en Cisjordanie. À ce moment-là, on passe un coup de fil à nos copains qui nous ont dit « Ah oui, c'était lamentable cette histoire, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. C'est un travailleur thaïlandais qui était en bisbille avec son patron et qui a fait un carton alors qu'on ne nous mette pas ça sur le dos. » Ça n'empêche que le jour même, il y avait des missiles qui sont tombés en représailles sur Gaza. Pourquoi Gaza? On n'en sait rien. Et après, c'est l'enchaînement. Donc, cette politique du Hamas me semble vraiment intelligente, en ce sens que sur le plan de la résistance armée, officiellement, il n'y a pas de résistance armée en dehors du territoire palestinien, c'est-à-dire ils ont mis un arrêt aux missiles, aux roquettes, aux attentats en Israël. Deuxièmement, il y a une politique de négociation tous azimuts qui est ouverte. En particulier, il y a eu, ça fait long feu je crois, mais il y a eu la fameuse invitation de Mahmoud Abbas à aller à Gaza, ou plutôt c'est Mahmoud Abbas qui a dit qu'il était prêt à s'y rendre, et immédiatement le Hamas a dit mais il est bienvenu, allons-y. Ils ont bricolé un peu sa maison qui est toute propre et tout, on l'attend. S'il veut prendre sa retraite à Gaza d'ailleurs, il est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu l'occasion d'interroger un député actuel Fatah de la bande de Gaza, et là j'ai vu qu'en fait ils étaient extrêmement gênés aux entournures, parce que venir pour faire quoi? Si c'est pour faire un gouvernement d'union nationale, c'est exactement ce que demande le Hamas depuis qu'il a gagné les élections en 2006. Si c'est pour avoir un Premier ministre appartenant au groupe Hamas, pourquoi pas, mais quel que soit le gouvernement qui sera nommé, il doit être entériné par le Parlement. Et pourquoi faire des élections parlementaires, puisqu'aujourd'hui le Parlement palestinien a toujours la possibilité de siéger légalement. La loi fondamentale palestinienne stipule qu'en cas d'élection, lorsque le mandat du président est terminé, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, si des élections ne peuvent pas se tenir, c'est le président du Parlement qui doit prendre la relève. Donc le président du Parlement, c'est Aziz Guek, qui est actuellement assigné à résidence en Cisjordanie, il ne peut pas bouger. Donc la réconciliation, ça pourrait être aussi de reconnaître tout simplement les élections du passé, plutôt qu'appeler à de nouvelles élections dont on espère qu'elles donneront un résultat différent de par le passé. L'autorité palestinienne est dans une situation absolument intenable, d'autant plus que le Parlement, lui, même s'il dépasse la date des élections parlementaires, eh bien, de par la loi palestinienne, il continue à siéger avec la même disposition, avec les mêmes députés, pendant 10 ans. Autrement dit, il est très difficile d'imaginer que l'autorité palestinienne actuelle avale sa cravate au point finalement de dire que tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait depuis 2006, 2007 est nul et non avenu. Alors le Hamas essaye de gérer tout ça sans commettre de faute, c'est-à-dire en respectant l'opinion internationale, en évitant toute violence, en voyageant. Et il faut reconnaître que la révolution égyptienne a permis
à un certain nombre de Palestiniens de circuler plus facilement. Jusqu'à cette révolution égyptienne, la règle pour les Palestiniens de Gaza qui voulaient se rendre à l'étranger, d'abord il fallait avoir un visa, une habilitation, etc. Et deuxièmement, ils étaient happés par des autobus à la frontière de Gaza, à Rafah, et emmenés jusqu'à la zone de transit de l'aéroport du Caire sans aucune possibilité d'échanger ou de circuler. Maintenant, ça a changé. Ils ont en gros un visa de 3 jours, c'est-à-dire qu'entre la frontière de Rafah et l'aéroport, ils ont 3 jours et ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant cette période. C'est, à ma connaissance, le seul allègement, si on peut dire, qui s'est produit à la frontière de Rafah. Pour les étrangers, plutôt pour les non-palestiniens, ça s'est considérablement aggravé puisque un certain nombre de non-palestiniens pouvaient entrer à Gaza en passant par l'Égypte. Plusieurs missions humanitaires de notre association sont passées au cours des derniers mois et depuis la révolution égyptienne, tous ces passages sont bloqués. Et quand on fait remarquer ça au consul, au vice-consul, je passe à l'ambassadeur, etc., jusqu'au ministre des Affaires étrangères égyptien, ils disent la situation actuelle est une situation intérimaire, ce sont les militaires qui ont en charge la sécurité, les frontières, etc. Et donc on ne peut rien faire. Et du côté gazaoui, eh bien, il y a une appréhension qui est complètement différente de la situation égyptienne en fonction de la tendance Hamas ou Fatah. Ça, c'est assez frappant. Les Hamas sont enchantés de ce qui se passe en Égypte jusqu'au plus haut niveau. Ils en attendent beaucoup. Ils expliquent que leurs homologues, les nouveaux ministres qui ont été nommés en Égypte, ou qui travaillent en Égypte en tout cas, ont tous pris contact avec leurs homologues à Gaza pour leur assurer de leurs bonnes intentions. Et ils ont tendance à penser, ou en tout cas ils le disent, eh bien qu'avec la nouvelle constitution égyptienne, avec de vraies élections, eh bien ça va s'alléger considérablement du côté égyptien, et donc ils ont énormément d'espoir de ce côté-là. Il faut être encore un peu patient, disent-ils, mais ça va finir par venir. Et ils ont également une politique assez intelligente qui est assez proche finalement de la politique des partis des frères musulmans en Égypte, c'est-à-dire nous travaillons le mieux possible, surtout essayons de ne pas commettre d'impair pour ne pas nous attirer les foudres internationales. Et en particulier en Égypte, l'Égypte a besoin de tourisme. L'Égypte fait une véritable opération sourire pour les Occidentaux qui sont prêts à revenir visiter l'Égypte. Et les frères musulmans, comme vous savez, ont déclaré très vite qu'ils n'auraient pas de candidat pour les présidentielles. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que volontairement, ils vont limiter leur nombre de candidats pour des élections législatives, de façon à surtout ne pas avoir la majorité en Égypte. Ils souhaitent, paraît-il, participer, travailler, influer sur les choix, mais certainement pas servir d'épouvantail à l'Occident. Et ça semble une position assez intelligente et assez intéressante. Et en tout cas, ils sont sur la même ligne que nos amis de la bande de Gaza. Voilà, donc ça c'est pour la situation politique actuelle telle qu'on la voit. Alors bien entendu, il y a des épisodes au moment de la révolution égyptienne. Eh bien, vous savez qu'il y a eu des manifestations, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, et certains ont dit finalement les uns se sont fait réprimer par les autres, et inversement à Gaza et en Cisjordanie. Ce qu'il faut, nous, le jour où on est arrivé avec Christophe, il y avait une grande manifestation à Gaza. Et le mot d'ordre, paraît-il, c'était manifestation unitaire, tous les Gazaouis ensemble, pour la reprise des négociations, pour des élections libres, etc. Et ce que disent les uns, eh bien, c'est que les autres minoritaires, Fatah, ont essayé de s'isoler, de défiler pour eux, d'en faire une véritable manifestation anti-Hamas. Et puis, côté Fatah, on nous explique qu'ils défilaient tranquillement et qu'ils sont fait taper dessus. Enfin, on a donc des discours complètement opposés, comme d'habitude, face aux mêmes événements.
Ce qu'on peut dire en tout cas quand même, j'ai interrogé plusieurs députés Fatah, un ancien ministre Fatah, donc 3 députés, un ancien ministre tous Fatah, qui ne m'ont pas décrit une situation des droits de l'homme catastrophique dans la bande de Gaza. Un certain nombre de noms m'ont été donnés, mais je ne suis évidemment pas ni mandaté ni capable de faire la moindre observation là-dessus. Ce n'est pas mon rôle et je n'en sais rien. Mais un certain nombre de noms m'ont été donnés de personnes qui étaient en prison pour des raisons politiques. Et quand on dit ça, eh bien les autres vous expliquent que ce sont des gens qui ont trahi, qui ont donné, qui ont collaboré, etc. Donc tout ça est à mon avis, bien entendu important, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse juger d'un mouvement, d'un parti, d'un gouvernement uniquement à ce qui se passe dans ces prisons. Ça fait partie des choses importantes, mais il faut surtout essayer d'avancer, et c'est en discutant avec les gens qu'on avance.